Bienvenue à 35 mm de podcast avec Maxime Auclair et Mathieu Legault. Oui, comment ça va? Ça va très bien, toi. Yes! Hey, c'est l'Halloween. Oui! Ouais, on fait un épisode thématique. Juste des films romantiques ce soir. Exactement. Mais non, lui, c'est l'Halloween. Oui, on a décidé de fouiller dans les maîtres du genre. Ouais. Il a fait plein de choses, mais il est reconnu principalement pour son gros hit d'Halloween. On parle de John Carpenter, qui est surnommé le maître de l'horreur, ou on pourrait quasiment dire un des maîtres de l'horreur, parce qu'on a déjà donné cette étiquette-là, j'ai l'impression, à d'autres, peut-être Hitchcock ou Wes Craven. Il y en a qui se spécialisent dans le genre. Puis même que John Carpenter, si tu regardes sa filmographie... il flirtait avec d'autres choses. Ouais. Lui, il tripait sur Hitchcock. Fait que c'est plus dans cette lignée-là, donc... il y a des films plus horreur, évidemment, que Hitchcock, mais il est plus dans ce style-là. Là. Plus la construction du suspense que de l'horreur pure. C'est qu'il a mis les bases de bien des affaires. Oui, ça c'est clair. Puis je voulais commencer là-dessus. Il a comme reçu un prix en 2019 à Cannes. C'était le Carrosse d'or qui est donné par c'est pas très connu, qui est donné par d'autres réalisateurs, la Guilde des réalisateurs ou la Société des réalisateurs, depuis 2002. Fait qu'il y en a plein de... Il y a Jane Campion qui l'a eu, Clint Eastwood, plein de connus. Et lui, il l'a eu récemment, mais c'est comme un prix qui souligne la qualité novatrice, l'audace et l'indépendance. Ouais. Puis lui, c'était le premier surpris. Là. Je lisais l'article de la presse il y a 2 ans. Puis, tu sais, il était comme, je sais pas pourquoi j'ai ce prix-là. Là, je m'attendais jamais à ce que mes films, ça pogne. Ouais, mais il est veg. Lui, j'ai vu beaucoup d'entrevues, puis il est très dans le... Il voulait jamais intellectualiser rien. À un moment donné, dans une entrevue, il disait, moi, je trouve que d'essayer d'intellectualiser le cinéma, c'est une perte de temps, blablabla. Puis parce qu'il dit, le cinéma, c'est une question d'émotion. Fait que lui, il est purement dans, on veut vivre quelque chose, t'sais. Après ça, il le fait très bien. Mais je pense qu'il est aussi très humble. Puis, évidemment, avec les genres de films qu'il faisait, il n'était pas dans le circuit des festivals puis des affaires, mais à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui parlait de John Carpenter, puis je trouvais ça intéressant parce que Carpenter, tu sais, il y a des hits. Je veux dire, Halloween, c'est reconnu. Il y a des films qui ont marché. Il y en a d'autres qui sont comme entrés dans la culture pop. Oui, mais c'est ça, mais sans... underground. Oui, sans qu'on sache, c'est comme ça a rentré dans la culture tranquillement, puis il y a des expressions, des trucs, il y a une phrase qui s'est dit dans They Live, que maintenant, les gens disaient après, tu sais, I'm here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum, tu sais. Ça a été repris, mais le monde, je pense qu'il improvisé en plus. Qui venait en fait du livre. Ça a l'air que mais là, on est déjà là-dedans, mais dans des livres, c'est un lutteur qui jouait ça, c'est Roddy Piper. Il était dans le WWF là, dans le même temps qu'Hulk Hogan. C'était une méga star de lutte. Puis c'est que Roddy Piper, il avait un carnet. Puis lui, il s'écrivait des liners quand il pensait, tu sais, pour pitcher quand il fait ses promos de WWF. Là, il l'avait sur le tournage, puis ça a l'air que Carpenter, il a fouillé, puis il a fait « celle-là, c'est nice, celle-là, c'est nice. » Glisse-les, dont cette ligne-là, tu sais. Fait que oui, tu sais, c'était improvisé. Dans le sens, c'est pas dans le texte, mais ça s'y prêtait dans la scène. Mais c'est ça, mais la personne, quand il parlait de Carpenter, il disait, je le compare, mettons, à Velvet Underground, mais mettons un premier album qui n'a pas vendu, mais tu sais, qui disait, mettons qu'ils ont vendu, je sais pas, là, 1800 albums, là. Mais il dit, tu sais, ça n'a pas été un succès populaire, sauf que les 1800 qui ont écouté l'album ont commencé à faire de la musique. J'ai l'impression que Carpenter, il y a un peu ça. Tu sais, il y a plein de monde qui ont capoté sur lui, Quentin Tarantino, Rodriguez, toute cette gang-là, puis tout le monde le cite. Tout le monde a vu ça quand il était jeune. Et il a donné cette flamme-là à tout le monde. Fait qu'il y a comme un impact. Puis c'est peut-être pour ça qu'il a été voté, qu'il a eu le prix à Cannes. Par ses pairs. Par ses pairs. Il y a eu un impact qui se rend peut-être pas compte. Dans le sens, il fait ses trucs. Il y a eu un certain succès, mais pas... Je veux dire, il n'est pas reconnu plus que ça. Pas plus que ça. Pas mais il y a eu un public, impact à long terme dans plein de sphères. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ben, pour la petite mini-anecdote, mais j'écoutais Big Trouble in Little China, qu'on va parler plus tard, puis il y a une phrase qui sort, puis je suis comme, hey, c'est le nom d'un album de musique que j'aime, de Madman, qui s'appelle Six Demon Bag. Puis là, j'étais comme, ça vient-tu de là? J'allais faire mes recherches. Eh oui, c'est directement relié à ça. C'est ça.
Il y a des références qui viennent de ces films, puis on ne sait pas. C'est clair qu'il y en a. Il y en a bien plus que ça. Fait que ça va être vraiment intéressant de se promener dans sa filmographie qui est... tu sais, on a dit l'horreur, mais c'est un grand fan de science-fiction aussi. Ouais. Je pense que c'est un style qui revient souvent, mais surtout le côté soit post-apocalyptique, d'annihilation, ou tu sais, il y a ce côté-là où en temps de guerre, qui aime ça, dépeindre un peu la société de cette façon-là, avec des gens qui errent, qui n'ont plus de logement, que il s'est passé une attaque nucléaire ou quoi que ce soit, l'après. Ça le fascine beaucoup. Tu sais. Oui, ça c'est clair. Quand tu regardes ça, il a fait, mettons, des films d'horreur, des films d'action, on va te dire, là, 2 lignes à peu près, mais en même temps, quand tu regardes ça, tu fais comme, il fait des films d'horreur, d'action, mais il n'a pas l'air de faire de l'horreur et de l'action. Dans le sens qu'il ne surutilise pas les moments d'action, les moments d'horreur. Il est justement dans le less is more, tu sais, l'espèce de je veux créer un mood dans l'attente pure de tout ce qui va se passer par après. Il y a peut-être juste, tu sais, Big Trouble, qu'il surutilise des moments, mais Big Trouble, on va reparler, il y a une raison aussi. Puis même, tu sais, des livres, il ne se passe pas grand-chose, sauf une bataille de 6 minutes de temps, c'est du bonbon. Ça finit jamais. Ça, je vais en parler, c'est sûr. Fait que c'est ça, mais c'est un gars qui fait ça, mais qui retient ces moments-là. Ouais. Et puis... mettons, comparé, on a eu Nolan dans l'épisode, c'est ça. Des fois, je disais, Nolan, il y a de la misère avec l'action. Des fois, il peut nous perdre dans certains moments à niveau spatial, mais Carpenter, c'est l'inverse. Il est tellement c'est tellement précis. De toute façon, il n'est pas éclaté pantoute au niveau du style. Fait qu'il est très précis, il nous montre un truc. L'insert va être important, mais s'il montre quelque chose, parce que tout de suite après, il va se passer quelque chose de rapidement. Mais vu qu'on a vu un truc, on n'est jamais perdu. Et puis son action sert à faire tout le temps avancer. Oui, tout le temps. Il n'y a jamais... C'est pas comme, OK, là... C'est pas gratuit, on va juste tirer dans le vide. Ça pète, c'est ça. Puis là, ça dure 12 minutes. Puis là, ça finit. Mais son action va faire amener le personnage d'un point A à un point B tout le temps. Ces films d'action, c'est ceux qui avancent le plus vite. Là. Ouais. Des fois, il y en a beaucoup d'action, mais tu vas aux toilettes, tu as manqué 5 minutes du film, tu as besoin de te faire briefer parce que tu es rendu ailleurs des nouveaux personnages. C'est fou. Je voulais peut-être parler légèrement de son début, vite, parce que j'ai écouté son premier qui s'appelle Dark Sky. Je l'ai ici. Dark Star. Dark Star. En 1974. Et la particularité de celui-là, c'est un film low budget là, dans l'espace, mais je sais pas si tu as vu des images. J'ai vu des images, j'ai vu un peu. Là, mais là-dedans, il y a un alien qui vit dans le vaisseau. Et qui est incarné par un ballon de plage puis des pattes en dessous du ballon. Là. On s'entend. Là, je pourrais faire de quoi de mieux avec ce que j'ai chez nous, sûrement. Non, mais tu sais, à l'époque, ça reste que ça l'a inspiré Alien. Le scénariste, ce co-scénariste avec John Carpenter, a écrit Alien. Il s'est fait recruter. Il s'est même fait recruter par George Lucas pour Star Wars, les effets spéciaux. Fait que tu sais, il y avait quand même déjà là quelque chose avec des jeunes créateur, en 74, il n'y avait même pas 30 ans encore, là, genre 25 ans. Puis quand tu leur as donné les moyens, là, je parle au pluriel, mais tu sais... la gang qui l'entourait. Exact. Dan O'Bannon puis lui, ils ont pu faire de grandes choses par la suite. C'était quand même fun de voir les balbutiements de certains... créateurs. Là, Mais en peu de shots que j'ai vus, je sentais ce feel-là, Star Wars. Puis tu sais, il y avait comme il y avait l'air d'avoir aussi quand même un petit peu un hommage à 2001. Oui, exact. Les lumières, les contrôles là, de la patente. Là. Mais tu sens le feel... mais c'était intéressant. Qui était plus campy parce que là, tu sais, c'est ça. Puis je pense qu'il se prenait peut-être pas tant au sérieux là, si tu parles du ballon. Non. Ouais, c'est ça. Moi, je trouvais ça drôle. Carpenter, il se prend pas au sérieux. Non, même dans ses films sérieux, il y a tout le temps, tu sens un petit coup de coude, un petit clin d'œil, genre, on a du fun, là, tu sais. Ouais, non, mais pour vrai, vraiment. C'est ça, même si c'est sérieux, là, tu sais. Ouais.
Puis ça, on va le dire d'emblée parce que, si vous ne le saviez pas, John Carpenter, non seulement il réalise, il écrit beaucoup de ses films. Ouais. Il en a monté au départ quand il n'y avait pas d'équipe. Ouais. Mais il y a aussi, c'est un compositeur. Oui. Donc, il a fait la musique de presque tous ses films. Presque. Ouais. Presque. Mais, ouais, okay, non, mais je ne sais pas que je vais aller nécessairement. C'est juste que même qu'il a fait des albums aussi, puis après avoir écouté ses films, c'est rare que ça m'arrive que je vais capoter sur une bande originale. Surtout un score, là, et non pas des tunes, une playlist là, de tunes connues. Mais ça m'arrive pas vraiment d'écouter la musique instrumentale de films dans mon char. Ouais. Mais après avoir écouté quelques-uns de ces films, je sais pas, c'est un mood qui va peut-être passer là, parce que là, j'étais dedans, mais jamais ça. Je tripais au bout. Il a sorti des albums, puis même récemment, dans les années 2010, Lost Theme 1, 2 et 3. Fait que j'imagine que c'est des trucs qu'il n'a pas utilisés. Ouais, c'est vraiment trippant. Il y a son style précis, là, évidemment. Du petit clavier. De synthétiseur, en fait, des petits claviers, des petites lignes rythmiques très saccadées. Mais qui fonctionnent pour l'horreur ou le suspense, là, tout le temps. Même l'action. Ça fonctionne pour tout. Ouais. Mais tu sais, son père, il était professeur de musique à l'université. OK, ouais. La pomme ne tombe pas loin. Clairement, il a tout le temps joué du piano avec son père et il a étudié le cinéma à côté. Fait que, à un moment donné, ça s'est mis ensemble. J'avoue que c'est intéressant justement ce combo-là parce que peu importe le film, la majorité du temps, c'est lui. Il y a eu Ennio Morricone pour c'est la grosse exception pour The Thing, ouais. Puis même là, on dirait que Ennio a comme été dans un mood dès le début. Parce que c'est quelque chose qui est très comme rythmé, il est très pulsatif. Exact. Oui. Qui est la marque de commerce de Carpenter. Fait que je sais pas, tu sais, est-ce qu'ils se sont jasés avant? Est-ce que j'imagine qu'Ennio connaissait, tu sais, je veux dire, Halloween, anyway, ce thème-là est tellement ancré que là, tu sais, bon, Carpenter, je fais son film. Il veut quelque chose. Il voulait un feel européen, ce que j'ai lu. Mais c'est sûr que le score n'est pas le même que les westerns qu'Ennio a fait. Non, c'est ça, on est ailleurs. On est ailleurs. À la limite, tu peux pas le deviner à moins que tu le connaisses vraiment bien. Là. Puis c'est ça. Puis justement, en écoutant Assault on Precinct 13, qui est comme son deuxième film, que j'ai vraiment aimé ce film-là dans sa simplicité, mais super efficace. Puis la musique de celui-là est écœurante. Et même qu'il y a un gros acteur qui joue dans Halloween, là, comment il s'appelle? Gros acteur, je pense qu'on le connaît plus vraiment, mais je vais retrouver son nom. Donald Pleasence? Oui, Donald Pleasence, qui ne connaissait pas John Carpenter. C'est qui ce jeune réalisateur-là qui veut faire un film d'horreur à petit budget? Il a dit oui parce que sa fille, c'est une musicienne, puis elle tripait tellement sur la musique de John Carpenter qu'il a dit à son père, oui, accepte ça. Vas-y. OK. Je sais pas, parce que je sais que, là, j'ai oublié de le noter, mais je sais qu'il avait approché d'autres acteurs quand même renommés. Que justement, le monde dit, je sais pas trop. Là, c'est compréhensible aussi, tu te fais pitcher ça. Oui, puis c'est parce que. Puis ça, on va le renommer. Tu l'as mentionné tantôt, mais Carpenter, c'est le maître de la simplicité, l'efficacité. Ouais. Ses prémices, c'est comme le tagline. C'est qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas plate. C'est comme, il veut un truc simple juste pour partir puis pas perdre les gens. C'est comme l'inverse Nolan. L'espèce. Faire la prémisse la moins compliquée possible. Fait que c'est sûr, tu fais comme, c'est un gars, il a un masque blanc, il poignarde du monde. Fait comme, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais? Puis le seul truc que je voulais dire sur Assault on Precinct 13, c'est que ça m'a vraiment flabbergasté. C'est un spoil, mais ça arrive tôt dans le film. Ça reste qu'il y a une fille, il y a une actrice, une jeune fille de genre 8-10 ans, elle se fait tirer dans le ventre. Non, mais je veux dire, même pour l'époque, puis encore aujourd'hui, on voit pas vraiment ça, là, tuer un enfant gratuitement. Là. J'étais comme, oh my God! Ça me fait... Ça m'a tellement surpris. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. C'est parfait, ouais, c'est ça. Et là, on arrive à Halloween. Je voulais comme pas trop perdre de temps parce qu'on va en parler, c'est certain. 1978, un film qui était peut-être censé s'appeler The Babysitter Murders. Ouais. En fait, c'était ça, parce que c'était une commande. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé? Une pseudo-commande. En fait, le producteur, je pense que c'est le producteur, il y avait juste comme... Il y avait 300 000 $, puis là, il commençait à avoir un peu des films d'horreur ados, puis ils se sont dit, regarde, pour les ados, on va avoir un tueur qui tue des gardiennes d'enfants. Ouais. Puis il a pitché ça. Là, puis là, il était en contact avec la productrice avec Carpenter. Là, ils sont mis ensemble pour développer cette patente-là. Mais là, lui, il a poussé ça. Tu sais, juste faire, il
pourquoi il tue des gardiennes? Mais là, tu sais, c'est pas tant ça. Tu sais, il y a des gardiennes d'enfants, mais ils sont pas ciblés parce qu'elles sont les gardiennes. Là, non. Fait qu'il y a comme twisté ça. Il y a quand même un flou que c'est pas clair du pourquoi non plus. C'est ça qui est magique de Michael Myers. C'est ça qui fait peur, c'est qu'il tue pour aucune raison. Exactement. À comparer Jason ou les Freddy ou les autres qui sont venus après. C'est ça. Et Carpenter, il a compris que c'est ça, c'est comme quand je disais less is more. Si t'expliques rien, ça devient autrement terrifiant parce que pourquoi? Parce que tout le long, tu dis pourquoi qu'il veut juste aller tuer du monde? Puis la réponse, c'est parce que. C'est ça qui fait peur de ne pas savoir qu'est-ce que. Puis, mais moi, c'est ça. Moi, je suis un méga fan de la série au complet, même le 5 que tout le monde déteste, ou même Résurrection là, avec c'est qui était là-dedans, je ne me rappelle plus. C'était un désastre, mais c'était bon pareil. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai vu. C'est un des premiers que j'ai vu quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr, ça m'a marqué. Ça a un effet là. Mais c'est ça, c'est qu'avec le temps, comme toutes les séries d'horreur, quand ils s'en mettent en faire comme 10, maintenant, c'est que là, on peut pas juste refaire l'affaire. Fait que là, ils essayent tout le temps à chaque film d'expliquer l'affaire. Puis là, c'est pour ça qu'ils ont dû faire ça. Ouais, puis là, rendu au 5, il y a un culte satanique qui avait pris le bébé puis qui avait mis un truc. Puis là, ça devient complètement pas rapport. Sauf que c'est très violent et très bon. Il y a un jeune Paul Rudd dans ses débuts. Pas très bon, mais il faisait ce qu'il pouvait. Enfin, il fait le rôle du petit gars que Jamie Lee Curtis garde dans le premier. Qui est rendu plus vieux. Le petit Tommy. C'est qui l'acteur aussi qui a été révélé dans le H2O? Là? C'est Josh Hartnett. Mais il était déjà connu un peu. Là, il y avait une couple de films. Il avait fait The Faculty avant. Ah oui, ça me dit quelque chose. Je l'ai pas vu. Mais... Non, c'est ça. Mais John Carpenter, il faut dire qu'il n'est pas... son application, c'est le premier. Le deuxième, à l'écriture. Parce qu'il disait qu'il ne voulait pas ça répéter. Il l'a quand même fait quand on va parler d'Escape from New York LA. Mais il ne voulait pas se répéter. Il ne voulait pas faire de suite, faire la même chose. Fait qu'il a laissé ça. Puis il a toujours été, comme tu disais, un producteur exécutif. Producteur exécutif, c'est un titre que tu donnes. Puis la personne ne fait souvent rien. Fait que, mais tu sais, vu qu'il était comme un peu le créateur de ça, c'était comme des redevances. C'est ça. J'imagine qu'il n'était pas contre les redevances qu'il a reçues à travers les années. Il a fait de la musique des plus récents parce que là, dans le fond, depuis 2018, c'est comme une nouvelle trilogie. C'est très compliqué. Parce que tu as le 1, le 2, ils ont twisté l'histoire pour ramener Jamie Lee Curtis, donner une raison à Michael de revenir. Puis là, après ça, le 3, ça n'a pas rapport parce que Michael Myers n'est même pas là. Il n'est même pas là. Non, c'est une affaire avec des sorciers. Puis. C'est lui qui fait le film, tu sais. Non, c'est ça. Ça a été un méga désastre. Après ça, ils ont ramené Michael. Là, il y a eu plein de suites dégueulasses avec les cultes. Jusqu'à 6. 6, ouais. Après ça. Là, tu as le revival. Le H20. H20. J'ai dit H2O. H2O. Tu vois quand je connais ça. C'était 20 ans plus tard. C'était en 98. Oh, boy, on est fatigué. Mais c'est ça. Puis là, H20, ils ont décidé, on scrape tout ce qui est dans le milieu, puis c'est la suite du 2. Aïe. Après ça, il y a eu Résurrection, c'était un désastre. Après ça, Rob Zombie arrive, lui, c'était comme je recommence à zéro, j'en fais 2. Vraiment un remake du premier. C'était correct, mais il essayait trop d'humaniser. J'ai pas trippé tant que ça. Là, il y a un nouveau qui est sorti 2018, je pense, qui est Halloween, mais qui scrape H20 et le 2. C'est la suite du 1. Ah, Seigneur. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont approché Carpenter. Ils ont dit, regarde, nous autres, on sait que toi, tu as le 1. Après ça, tu n'as comme plus rapport. Nous, on veut être ta vraie suite spirituelle, mais on veut ton approbation. On a une idée, voici la patente. Carpenter lit le scénario. Il a juste lu et il a fait, c'est vraiment nice, je trippe, mais je veux embarquer puis je veux refaire de la musique. Ça, c'est cool. Il a rembarqué. Là, il y en a un qui sort. C'est Halloween Kills en ce moment. Là. Peut-être quand le podcast sort, il va être là. Il refait la musique. Il y en a un l'année prochaine. L'an prochain? C'est ça qu'il voulait. Là. Je pense que la COVID a chié leur planning, là, mais
Ils ont filmé le 2 puis le 3 quasiment en même temps, je pense. Ouais. Fait que, David Gordon Green qui réalise ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça, gros fan de ça. Mais là, si on vient au premier, si tu permets. Ouais, c'est ça. Je voulais parler de la musique, mais on peut attendre aussi. Oui, juste vite. Musique. Hey, Fred, si t'es prêt, on va se faire mettre, plaisir quand même. Si vous connaissez pas ça, pour moi, c'est le meilleur thème de tous les temps, cette chanson-là. Ouais. Psycho est dur à battre, là. Mais oui, je l'aime. Et Psycho, tu parles le truc dans... Non, l'ensemble. L'ensemble, ouais, c'est bon. C'est bon. Et là, ça joue fort dans mes oreilles. ça m'a... J'ai une émotion. Mais ouais, Psycho est dur à battre. Mais cette chanson-là, c'est que... Écoute, la première note, tout le monde fond. Ouais, c'est fou. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est le thème... pour moi, le thème qui fonctionne le plus... c'est l'affaire la plus simple. Ah oui. Il y a 3 accords plaqués par la ligne de basse. Puis c'est une dissonance avec les 2 mains. Il y a une légère dissonance. C'est pour ça qu'on ne se sent pas bien. C'est dans dans les gammes. Il fait juste jouer un peu à côté. Mm-hmm. Ce qui crée parce que si on écoutait juste la main droite, le tan, il y a quelque chose qui est très dans une idée pop, très redondante. Mm-hmm. Mais dès qu'il amène l'autre main, il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais notre cerveau ne comprend pas pourquoi. Puis c'est juste cette simplicité-là. Et le fait que c'est en 5/4, fait qu'il y a tout le temps comme un temps de plus qui nous mélange. Puis il n'y a pas de finalité. C'est juste une loupe sans fin. Oui, exact. Fait que c'est magique. Là. Il s'est inspiré, il l'a dit, là, il s'est inspiré de Suspiria, puis évidemment de l'Exorciste. Là. Suspiria, je la connais pas vraiment, mais l'Exorciste, je l'ai mélangé avant, là, quand je connaissais moins les films. Là, dans un quiz, là, par exemple. Même Psycho, là, il l'a cité là-dedans. Là. Mais lui, il voulait quelque chose, c'est ça, qui avait un pulse, parce que tu veux... Michael Myers, c'est un... Il marche lentement, en plus. Il marche lentement, mais il marche tout le temps. Ouais. Fait que ça l'amène l'espèce d'idée que ça l'arrête pas. Ouais. Ça fait juste avancer tout le temps, la chanson, puis tu sens ce mouvement-là dans la musique, c'est ça. Puis l'espèce de... Ta-na-na. Tout le monde est comme, what? Il y a 3 notes de jouer, puis on n'est pas bien. Fait que, ouais, magique, ça fait beaucoup pour le film. Ah oui, ça joue énormément. Oui, énormément. Ben moi, je voulais dire parce que, tu sais, c'est comme la naissance des slashers ou l'âge d'or des slashers. Parce que on peut mettre Psycho, évidemment. Il y a Peeping Tom, que je connais pas, mais il est sorti la même année, en 60. Mais peut-être Texas Chainsaw Massacre, c'est pas un couteau, mais on a l'idée. On a l'idée. Black Christmas, qui est souvent cité. Et lui, là, il l'a cité souvent. Oui, lui-même l'a cité. Je pense qu'il avait parlé au réalisateur en lui demandant hey, si tu avais à faire une suite de ton film, ça serait quoi? Parce que je ne l'ai pas vu, fait que là, je suis peut-être pas clair. Puis il y en a qui pensaient qu'il avait volé l'idée comme à une fausse suite de Black Christmas, mais même le réalisateur de Black Christmas dit non, c'est vraiment l'idée à John. Là, il est arrivé à quelque chose. Et ben c'est ça, là, on est en 78. Et là, après, on va suivre justement l'année suivante, Friday the 13th, puis Nightmare on Elm Street en 84, qui c'est vraiment la bulle, la bulle solide du mouvement était là dans ces années-là. Parce que, juste la scène d'ouverture est incroyable. Oui, mais ça, tu sens l'hommage à Psycho. Justement, l'espèce le couteau dans les airs. Le couteau dans les airs. En fait, là, c'est un jeune Michael qui a 6 ans qui tue sa sœur adolescente. Mais il y a quelque chose de Psycho. Tu sais, c'est pas dans le même rythmique parce que là, en plus, il utilise la Steadicam. Et on est les yeux de Michael. Fait que dès le départ, il fait comme, vous êtes lui. Puis il met un masque, c'est quand même cool. Là, quand il met le masque, là, évidemment, on voit presque plus rien. Juste les petits Et c'est un peu ça l'idée l'idée avec Psycho, c'est que on voit le couteau, mais on voit pas les coups rentrés. Non, on les voit pas non plus dans Non, mais Halloween. C'est ça. Mais c'est ça, je veux dire, dans Halloween, c'est comme Psycho, dans l'espèce qu'il y a le meurtre, mais on voit pas. Mais là, c'est pas à cause du montage. Là, c'est l'effet par-dessus la caméra, mais tu vois que c'est inspiré de, un petit clin d'œil là, de sa part. Mais je trouvais ça brillant parce que dès le départ, il y a quelque chose de... Puis je pense que ça revient tout le temps. Il y a des films très violents, mais il y a tout le temps une espèce de critique, même si lui, il disait tout le temps que j'ai pas de critique de rien, puis arrêtez de lire. Faites juste enjoy, mais je veux dire, l'idée de nous mettre dans la peau du tueur, c'est un peu de nous faire sentir mal un peu, de comme vous aimez ça, la violence. Et là, vous allez être le tueur. Puis là, il va tuer sa sœur. Comment vous... Tu sais, comme...
nous challenger émotionnellement. Il y a des choses que les gens disaient, c'est un côté, pas moralisateur, mais de punir la sexualité puis les excès. Puis ils disaient, non, moi, je voulais juste comme attaquer des adolescentes qui vivent. Puis c'est ça que ça fait, des adolescents. Ça peut, quand les parents sont pas là, ça monte en haut, ça se passe dans le lit, des trucs comme ça, ou des parties. Fait que c'est ça qu'ils voulaient. Fait que c'était pas genre, c'est mal, le sexe ça va... Ouais. Parce que ça l'a mis les codes qui a duré longtemps. L'espèce de... Puis quand, mettons, ceux qui ont vu Frisson, on est une gang de notre génération qui a vu ça, mais là, ils sont nommés, mais il y a beaucoup de ces codes-là qui viennent d'Halloween. L'idée de si t'es vierge, justement, tu vas survivre au film. Même la phrase « I'll be back ». OK. Parce que dans Frisson, ils disent, là, mettons, tu quittes la sage, je reviens. Tu vas mourir. Si tu dis ça dans un film d'horreur, tu meurs. Ils disent-tu dans Halloween? Oui, puis je l'ai noté. Je me rappelle plus quelle scène. Mais si je l'ai noté, c'est parce que je l'ai vu. Mais je me rappelle plus. Sûrement. C'est quand, je pense, c'est quand les deux jeunes couchent dans la chambre des parents, puis là, il va aller chercher la bière. Il dit « I'll be back ». Il revient pas. Ça se passe mal. Désolé de vendre un punch, mais I'll be right back, tu reviens pas. Okay. Fait que tout, c'est... Puis il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Mais tout ça, puis l'affaire comme quelqu'un un moment donné soulevait l'idée du sexe, puis les vierges. Mais il y a l'idée aussi que, sans être moralisateur, mais il y a l'idée que, ben justement, les kids, là, ils sont occupés à coucher ensemble, fait qu'ils voient pas, Michael, tandis que Jamie Lee Curtis, la cible des enfants est comme plus alerte. Ben oui, exact. C'est tout. C'est juste c'est ça. Ça va un peu plus loin que ça. Ça sert le film. Mais oui, tout ce film-là me fait capoter. Puis, qu'est-ce qui est fou, quand je disais less is more, il y a l'intro qui est quand même prenante, mais qu'on voit pas vraiment à cause du masque. Mais la prochaine mort dans le film, c'est 54 minutes plus tard. Ouais, c'est vrai. Ça prend 54 minutes avant que Michael se mette au boulot. On voit Michael avant, il se promène en plein jour. Puis c'est surprenant à quel point... J'ai pas fait des grands sauts, parce que je l'ai pas vu dans un contexte. Je l'ai vu il y a 3-4 ans, adulte. Si je l'avais vu peut-être plus dans une soirée d'horreur ou plus jeune, évidemment. Mais ça reste quand même que je peux me mettre dans la peau des gens qui l'écoutaient, puis de moi plus jeune. Tu le vois à travers des cordes à linge, ou juste quand tu le vois en char, puis le char s'arrête. Il arrête complètement parce que l'ami de Jamie Lee Curtis, elle crie après. T'as juste le char qui arrête. Puis c'est stressant. C'est ça. Il passe tout droit, mais il sac les freins. Il va-tu sortir? Mais c'est cool, ça a son effet. Puis c'est pas une scène de meurtre, rien. C'est juste comme, il est là, watch out. Non, c'est ça. Il utilise toutes les façons de créer cette attente-là. Oui, j'aime bien cette espèce de... on a justement la scène derrière nous de l'auto, là, quand il crée après. Mais des fois, c'est une vision, tu as une vue de l'intérieur du char, puis tu vois le kid marcher. Et la voiture qui roule vraiment lentement à côté. C'est juste des petites affaires qui... c'est assez pour te builder ce qui va suivre. Oui, c'est ça, pour le payoff. Parce que tout se passe à peu près dans les 20 dernières minutes. Tout est là. Mais là, j'ai perdu mon idée. J'avais autre chose, je voulais dire sur Michael, mais c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Cette espèce d'attente-là, il y a quelque chose qui est là. Quand on parlait de culture pop, mais quand on regarde des films plus récents comme It Follows, là, c'est clairement... Il y a clairement un lien spirituel, ou une espèce de cette force du mal qui fait juste aller vers toi, qui s'en vient, puis c'est dans l'attente. T'auras beau te cacher, t'auras beau grimper, elle va arriver. Ça s'en vient, c'est ça. Je pense que l'affaire plus terrifiante, c'est qu'il marche. Puis ça a souvent été un repris en gag aussi, parce que c'est comme, OK, il marche. L'autre à court, lui, il marche, puis il va rattraper. Il va rattraper un moment donné, mais pourquoi? Ça me fait rire. On pourrait en parler longtemps, mais c'est ça. C'est quand même un film culte. Il n'y a pas d'autre mot, là. Oui, tout à fait. Même aller écouter le 5. Ah ouais? OK. Moi, je t'ai dit, je vais sûrement écouter le 2, voir la suite. Si tu me dis le 5, je suis curieux. C'est tellement over the top, là. C'est violent, mais en tout cas. Mais les nouveaux sont excellents. Là, il y en a juste un, là, mais moi, j'attends avec impatience. Mais tu sens que Carpenter a donné son aval, puis quand tu l'écoutes, tu fais... évidemment, c'est un nouveau réalisateur. Il essaie de prendre ce rythme-là de l'attente de Michael, réalité du cinéma d'aujourd'hui a changé. Mais il y a cette attente-là, puis il y a ce souci du détail, et il y a beaucoup de couches à l'histoire vraiment intéressantes. Les syndromes post-traumatiques, l'espèce de vivre avec
toutes ces années-là, ce 40 ans qui a passé, puis tout le temps la crainte du mal qui peut peut-être revenir. En tout cas, bien intéressant, bien réalisé. Oui, et mentionné aussi, ceux qui ne savaient pas, mais Jamie Lee Curtis, c'est la fille à Janet Leigh, qui est celle qui meurt dans la douche de Psycho. Fait que on dirait que... La boucle. Et voilà. est bouclée. Escape from New York en 81. Là, il rentre, il a fait d'autres films, il a fait The Fog, on en passe quelques-uns, mais on va passer à celui-ci qui est quand même plus connu, qui est un film de science-fiction, dystopie. Post-apocalyptique. Rapidement, l'histoire, c'est que l'île de Manhattan est rendue une prison. Donc, il y a comme un mur de 50 pieds qui fait tout le tour. On y envoie tout le monde là-dedans. Et le président des États-Unis va être kidnappé par des gens à l'intérieur. Donc, il y a un nouveau prisonnier qui vient d'être pogné, c'est Kurt Russell, ou plutôt Snake Plissken. Qui est un peu son acteur fétiche là, Kurt Russell. Ils ont fait plusieurs films ensemble. Beaucoup de films ensemble. Et donc, il est envoyé dans la prison, donc sur l'île de Manhattan, mais avec la quête de ramener le président. Ouais. Et s'il ne le fait pas en dedans de 22 heures, il va se faire exploser. Il se fait implanter des micro-explosions dans le cou qui vont être justement annulées. S'il revient. S'il revient. Donc, quelque chose de très badass. Moi, c'est pas mon genre de film, mais c'est parce que souvent, c'est mal fait. Souvent, c'est trop américain. Mais là, je sais pas, je trouve l'univers tellement cohérent. J'ai eu un plaisir immense à voir ce film-là. Il y a tout le temps de l'action, comme on en parlait, quand il rentre dans ce genre-là. Là, il niaise pas que la pote. Non, ça avance sans arrêt. Ouais, juste le visuel de certaines scènes, quand il rentre dans son vaisseau, il y a de quoi, il y a une imagerie qui est très 80, mais que moi, j'ai dû voir une version un peu remasterisée, restaurée moindrement. Là. Ça lookait encore vraiment bien 40 ans plus tard. Oui, c'est ça. Encore là, une prémisse très simple avec une espèce de... Ça tombe bien que le président tombe en même temps que Snake s'est fait arrêter et arrive. Mais t'es juste comme... C'est cool. C'est là que tu sens le coup de coude. Comme, on va avoir du fun. On va avoir du fun. Check bien ça. Fais-moi confiance. On rentre dans la patente. C'est un film qui... parce que, tu sais, mettons, on parle souvent de steampunk, cyberpunk. C'est ça. C'est souvent oublié, mais il y a des auteurs de BD, de romans graphiques là, qui faisaient du cyberpunk. Puis tout le monde était comme... Personne cite Escape from New York, mais c'est comme j'hésitais à le dire, c'est ça. Mais c'est pas totalement ça. C'est pas les codes complets de cyberpunk, mais c'est comme la base de c'est industriel, c'est dans des ruines. Mais il y a souvent les costumes qui ont l'espèce de punk sale habillé avec il y a des personnages qui croient qu'ils sont exactement de même. C'est vrai, ceux qui pensent qu'ils kidnappent le président sont de même. Plus de même. Il y a beaucoup d'utilisation d'effets visuels ordinateurs. Qui se veut futuriste. Mais parce que le film se passe en 97. Là. Dans mes souvenirs, 97, c'était pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais hautement divertissant parce que, comme toutes ces autres après qu'on va parler, ça avance. Puis son action, c'est tout le temps ça, c'est que Snake cherche le président, il trouve l'avion, mais il n'y a personne. Fait que là, mais il y a tout le temps quelque chose qui l'amène ailleurs. Il y a tout le temps il rencontre Dean Stanton, Harry Dean Stanton, toujours très bon. Et il fait OK, moi je t'amène. Il était un peu un insider. Il faut que tu ailles là, puis là, cette personne-là amène ça, puis là, tu amènes ça. Faut que tu te battes. Ouais, c'est ça. Mais parce que là, ça vient de me repopper dans la tête, mais tu sais, quand on parlait que ça rentre dans la culture pop, ce film-là a inspiré Hideo Kojima, que toi, tu sais, parce que tu n'es pas un gamer. Non. Mais je vais parler aux gamers. Les gamers, Deno. Hideo Kojima. C'est une légende. Il a fait la série Metal Gear Solid. OK, ça, je connais. Bon, mais Metal Gear Solid, le personnage s'appelle Snake. OK. Il a un eye patch. OK. Mais là. Puis il fait des missions d'infiltration. C'est un peu ça, là. Nice. Puis même dans le 2, il y a dans le deuxième film, tu parles? Dans le deuxième Metal Gear, il se donne un nom de code, puis c'est Pliskin. OK. Fait que c'est ça. Mais tu sais, Hideo a tout le temps été très, très vocal, puis il a dit qu'Hideo Kojima, que Carpenter, c'était un idole qui avait capoté, puis tu sais, puis il y a bien du monde qui disait qu'il allait voir Carpenter, il a volé tes affaires, puis un peu comme, tu sais, avec Black Christmas, puis lui était comme...
On s'en fout, là, dans le sens qu'il a dit, ces jeux, c'est du génie. Là, fait que c'est ça. Ça rentre dans la culture pop, ces affaires. Bref, c'est un film très badass. Un genre de mélange entre un Mad Max, Indiana Jones, James Bond, tout mélangé ensemble. Là, l'archétype du héros ou anti-héros. Là, en fait, plus anti-héros. Ouais, plus anti-héros. Toutes ces affaires sont souvent soit de l'anti-héros ou c'est soit des gens très, très ordinaires qui doivent faire quelque chose parce que l'autorité n'est jamais adéquate. Ouais. Ou on a des anti-héros qui doivent être forcés parce qu'ils sont contre le système. Le système les force à faire de quoi, exact. Mais ils font en tout cas. C'est vrai, exactement. Les personnages de Kurt Russell, c'est quasiment tout le temps ça. Ouais. Comme dans The Thing en 1982. The Thing, c'est, je ne savais même pas, mais c'est comme un remake, en fait. Oui, mais est-ce que. Mais oui, c'est un remake parce que dans Halloween. Ben oui, je sais, exact. Dans Halloween, quand une des gardiens, je pense pas que c'est Jamie Lee, mais c'est peut-être c'est Jamie Lee, parce qu'il y a deux gardiens en même temps. Non, c'est Jamie Lee. Ah non, c'est vrai. Je pense que c'est à l'autre maison. Les deux l'écoutent, je pense. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sais plus, mais en tout cas, à la télé, apparaît The Thing avec le titrage. Qui utilise la même affaire. Exact. Mais même moi, c'est là, quand en revoyant Halloween, j'ai fait OK, c'est un remake. C'est The Thing from Another World en 1951, réalisé par Christian Nearby et Howard Hawks, mais de façon non créditée. C'est vraiment weird, mais je le mentionne parce que c'était vraiment un très, très, très grand fan de Howard Hawks, John Carpenter. Donc, puis il a fait des westerns, ce réalisateur-là, donc avec John Wayne. Donc, sans faire des westerns nécessairement, il a beaucoup essayé de reprendre un peu les codes ou l'archétype justement du héros. Donc, d'un peu représenter John Wayne. J'avais pas toujours le référent parce que j'ai pas vu beaucoup ces films-là, mais dans Big Trouble in Little China, paraît-il que Kurt Russell joue un peu ce que John Wayne jouait dans Rio Bravo. Ça commence à être précis, mais ceux qui savent. Mais c'était vraiment une réelle influence, là, ce réalisateur-là. Bref, c'est un roman à la base, là, un roman qui s'appelle Who Goes There? Un film qui était un échec commercial et même critique en 82. Mais qui est devenu culte avec le temps. Un culte, là. Exactement. J'en parlais à ma belle-mère qui me disait encore être terrifiée de ce film-là quand elle l'a vu jeune. Ça fesse par moment. Évidemment, le temps a peut-être un peu fait perdre de crédibilité à certains effets. Mais je pense pas. Non, mais ouais. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non, mais moi, j'allais dire comme un petit 10-15% Non, mais perdu, oui, parce que, pour expliquer, il y a un thing c'est ça, qui s'empare, qui rentre dans le corps et qui tombe comme en symbiose et transforme ce corps-là en grotesquerie, une tête de chien qui sort, la tête qui dédouble, puis ça l'ouvre, il y a du pu vert. C'est son plus gore, je dirais. Son plus upfront. Là. Ça se passe en Antarctique, donc on a une espèce de base avec, il y a des scientifiques, des biologistes, des médecins, un truc de recherche pas trop clair. Et ils vont découvrir justement un alien, en fait, mais qu'on pense. Là, on sait pas comment c'est comme il y aurait il y a clairement comme un accident, un écrasement, puis là, ils voient quelque chose, fait qu'ils le ramènent dans leur base. Et là, ce truc-là va infiltrer toute la gang, à commencer par les chiens. Oui. Puis quand c'est assez tôt dans le film, les chiens, c'est quand même quelque chose. Là, chose. Puis, tu sais, parce qu'ils ont. Je pensais que c'était un remake qu'il y a eu récemment, mais je pense que c'était comme un prequel. OK, ouais. Ça se peut. Je ne l'ai pas vu, mais c'est en lisant, moi j'étais sûr que c'était un remake. Mais quand j'ai lu, il disait que c'était sur la gang de Norvégiens, celles qu'on voit au début, qui sont comme anéanties. Fait que ça leur permettait de c'est comme un soft reboot. Là. Ça a bien en mode le soft reboot. Mais c'est ça, j'ai vu des extraits parce que évidemment, ils sont allés full CGI pour la transformation des patentes. Puis tu fais OK, bon, c'est CGI qui est quand même bien fait. Mais j'aime mieux les marionnettes. J'aime mieux voir la version de là que c'est quelque chose où il y a du pu vert. Puis tu le sais que c'est une marionnette, mais on dirait que c'est ancré dans quelque chose comme qui est vrai. Quand c'est la tête du gars qui se défait du corps, là, puis qui tombe en bas de la table. Qui tombe en bas de la table, puis avec sa langue, il avance, là, puis il se transforme avec des pattes d'araignée. Puis tabarouette. Il y a pas, genre, c'est pas le coup qui a fait comme you gotta be fucking kidding me. Juste comme.
C'est tellement intense. Ouais, c'est intense. C'est unique en même temps. Ça me fait capoter, je trouve. Ça me fait peur. Moi, j'ai marqué que ça me faisait penser, c'est comme un clou, mais d'horreur. Ouais. Parce que, mais pas clou parfaitement, mais c'est parce que, tu sais, il y a assez de temps à savoir est-ce qu'il y en a qui sont infectés. Puis, fait qu'il y a comme un genre de jeu, tu les tues pas, puis là, t'es allé là, puis là, on dirait que c'est ça, ils vont quand même enfermer le biologiste. Parce qu'il lui, il a fait des tests. Honnêtement, j'étais mêlé un peu. Ouais. Les rôles de chacun. Les noms, il droppait des noms. Vous êtes 14. Mais c'est parce qu'il y en a un qui fait des recherches, puis il voit l'ampleur que ça prend, puis il vire complètement fou. Il veut tuer tout le monde. Fait qu'eux, il l'embarricade dans une shed. Là, il peut pas sortir. Ouais. Il y a même une corde avec un nœud coulant s'il veut se pendre. C'est ça. Mais je pense que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Mais ça reste qu'il est comme, hey, sortez-moi, je suis pas infecté. Puis tu le crois-tu, tu le crois-tu pas? Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est quand même intéressant. Là, puis, ce qui est intéressant aussi, souvent, c'est les twists des fois qu'il met comme, évidemment, Kurt Russell est comme notre personnage principal. Ouais. On a un peu groundé à lui. Mm-hmm. Et la twist qu'il fait, c'est qu'un moment donné, on le soupçonne, lui, d'être infecté et toute la gang. Et là, ça revêt l'espèce de... D'habitude, on est supposé être avec les héros qui contrôlent. C'est ça. Et en plus, son rôle là-bas, ça a l'air d'être... C'est pas clair, c'est quoi son rôle? On dirait que c'est un gars qui gère la patente. Ouais, un soldat. Là. Un genre de soldat qui est un peu en contrôle. Et là, tout le monde se veille contre lui parce qu'ils font comme, je pense que... Fait que là, ça change la dynamique. Ouais. Mais le test de sang est vraiment cool aussi. Ouais, ça, c'était un des bons... Le meilleur moment, je pense. Ouais, peut-être la meilleure scène. Vraiment intéressant. L'année suivante, il a fait Christine, adaptation de Stephen King, un livre qui est sorti la même année. Ça s'est passé vite. C'est ça, moi, je savais pas, mais c'est que King, à ce moment-là, il était ultra populaire. Il était tellement populaire que... Mais ça, c'était ses années cocaïne. Là. Puis ça, il l'a dit. C'est qu'il écrivait n'importe quoi. Mais c'est ça, il était tellement hot à ce moment-là que les studios s'arrachaient la vente. Ouais. Et le film est allé en production avant même que le livre soit sorti. OK. Pour quasiment que ça sorte en même temps. Mm-hmm. Fait que là, tu avais un genre de one-two punch, tu as le livre, tu as le film, tout est là en même temps. On dirait que le producteur, il avait comme le choix entre Cujo ou ça, puis il a fait ça va être ça. Puis Cujo a vu le jour au cinéma par la suite, là, mais donc un film d'une voiture qui prend vie et c'est comme un revenge movie, parce que c'est comme un teenage movie, fait qu'un revenge movie. C'est pas tant de l'horreur, même si c'est comme ça a l'air branded même, mais c'est zéro horreur. C'est un film d'action, là, si on peut le catégoriser comme ça, du petit jeune avec il a des lunettes, donc il est laid, mais dès qu'il enlève ses lunettes, il est comme une autre personne. Comme dans She's All That. Là, on le sait. Exact. Donc, lui qui se fait boulier par une gang. C'est lui qui essaie de se passer pour John Travolta. Ben oui, j'ai pensé. Parce qu'à un moment donné, je checkais, c'est-tu John Travolta? Je ne savais pas qu'il était là-dedans. Genre, non, c'est pas lui. Okay. Donc, il va acheter une vieille voiture qui date d'il y a 20 ans, des années 50, et qui est tout poussiérée, tout dégueulasse. Il va l'acheter pareil, il va l'arniper dans un garage et elle va prendre vie. Ouais. Elle va s'attaquer aux gens, il va avoir sa vengeance sur les gens qui l'ont. Je dis ça comme si j'en riais. J'ai quand même eu du plaisir parce que, c'est ce que c'est, là. C'est pas un grand film, mais il est visuellement beau, je trouvais, là, comme... Il me semble qu'il y a des films qu'il a fait après qui sont moins beaux que ça. C'est peut-être parce qu'il est très assumé, 80s, là, le flashy, le côté flashy. C'est très flash. Tu sais, les flares sur l'autoroute avec la voiture en feu. Il y a des belles images. Puis c'est pas trop long. Ben, tu sais, c'est 1h40. Là. Ça passe quand même assez vite. Ça va direct au but. C'est ça, vers la fin, tu t'en fous un peu là, du dénouement, là, mais je trouvais la raid sympathique. C'est ça. C'était ça mon point. Là, je veux dire, ça ne serait pas une recommandation à tout prix, mais j'étais comme je m'attendais à trouver ça vraiment pas bon, mais j'ai été surpris un peu. Moi, moins. Ouais. Mais c'est correct. Je reconnais, on vient de voir la shot du flair. Non, je reconnais les moments nice. C'est juste, je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu... c'est déjà vu maintenant, à nos yeux. Oui, mais tu sais, des fois, tu sais, mettons, quand on riait tout à l'heure de Michael qui avance en marchant, pis ça, mais tu sais, les films d'horreur, souvent, ils ont un truc de même que tu acceptes. Mais là, on dirait que ça me gossait, tu sais, parce que l'auto s'en va, tu sais, comme, je
pourquoi tu cours en ligne droite? Ouais, non, je sais. On dirait que ça me triggerait. De genre, tu sais, l'autre qui est pogné comme dans une fausse ruelle, mais que l'auto passe pas, puis à force, mais les ailes la retiennent. C'est comme un cul-de-sac, fait que lui, c'est sûr qu'il... Là, je suis comme, pourquoi tu sautes pas par-dessus le char? C'est pas comme s'il faisait 8 pieds de... Ouais, comme, pourquoi t'es allé dans ce trou-là? Non, mais au début, parce que le char passe pas. Puis il avance, mais lentement. Puis là, t'es comme... Saute! On dirait que ça me gossait, mais je comprends le côté... je pense qu'il y avait... Là, c'était le coup de coude était fort. Il était haut. Le King a pris trop de coke en écrivant ça. On va avoir du fun, mais c'est ça. On dirait que ça... C'est des affaires là, je dis, voyons, là, saute. Si vous l'écoutez, écoutez-le en vous disant, hey, c'est quelque chose de léger. Faites-vous pas trop des grosses attentes là, sur l'horreur. Non, c'est ça. Après, en 86, Big Trouble in Little China, qui est en français, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Oui, OK. Nice. Ça, je le mentionne. Moi, j'ai pas grandi avec ce film-là, mais je sais que c'est culte. C'était avant toi. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, il y a des films avant moi que j'ai vus jeune, par des reprises à TQS. Mais c'est un film familial. C'est comme le Escape from New York familial. Oui, c'est son funny, changement de ton. Funny, complètement. C'est très drôle. Ouais. Moi, je m'attendais pas à rire autant. J'ai vraiment eu du fun avec ça. Mais tu sais, c'est ça, là, on est mis 86. Mais tu sais, dans cette année-là, il y a Indiana Jones, Back to the Future, Romancing the Stone. Il y avait comme beaucoup de films d'aventure, les Goonies. On est une gang, puis il y a une quête. L'espèce de, ouais, c'est ça. Il y a une quête. D'ailleurs, son DOP, Dean Cundey, qui est arrivé comme à, je pense, Escape. Mm-hmm. Mais tu sais, Dean Cundey, c'est lui qui justement était DOP sur Back to the Future. Il était avec Spielberg là, à Jurassic Park. Captain Crochet. Là, fait il avait comme... il a pogné les années 80, début 90, puis il était sur des grosses affaires. Moi, j'ai eu du fun, puis ça avance à un rythme. C'est non-stop, ça n'arrête pas. Puis ce que j'aime, là, je sais pas si on en a sauté avec Kurt Russell, là, mais tu sais, c'est qu'à chaque fois qu'il prend Kurt Russell, dans je sais pas combien de films qui ont. Non, je pense qu'on les aborde quasiment toutes. Là, mais à chaque fois, il fait quelque chose de complètement différent. Ouais. C'est comme tout le temps des regards sur le côté macho de l'homme, tu sais. Ouais. Mais de façon différente. Puis là, il joue l'espèce de gars qui, comme moi, je connais. C'est un trucker, en fait, pour l'expliquer. C'est un camionneur. Là, il fait des livraisons dans le quartier chinois. Puis il est comme ami avec certains. Puis là, ça part juste qu'il y a quelqu'un qui joue un jeu. C'est même pas clair, un jeu de cartes. Puis il a perdu. Ben, en fait, lui, il gagne de l'argent. Puis son ami c'est ça. lui doit de l'argent. Il fait mais je suis pressé, je m'en vais à l'aéroport, mais m'en y aller avec toi. Ouais, c'est ça. Puis là, ça part. C'est comme une ride. Ça se passe sur 1-2 journées max. Là. Et l'espèce de ride avec des chevaliers qui ont comme des pouvoirs magiques qui descendent du ciel en tirant des éclairs. Puis. Écoute, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans. C'est comme dur à tout rapper, mais lui, il est comme le gars qui je connais tout. Puis il se déguise pour aller dans le bordel. Ouais, puis ça me fait zérer. Tu sais, justement, comme c'est à 51 minutes, quand il rentre dans une place, puis là, ils veulent tuer quelqu'un. Puis son gun, mais il est barré. Puis il essaie de tirer. Puis l'autre fait comme, je pense que c'est celui-là. Ouais. Là, il fait, puis là, il tue quelqu'un, puis il y a une face de comme, oh shit, je viens de tuer quelqu'un. Puis l'autre fait comme, c'est la première fois que tu tues quelqu'un? Non, c'est pas vrai. C'est pas la première fois. Puis, il fait comme son tough. Là, il dit, of course not. Of course not. C'est encore pire. T'as tué du monde avant. Moi, je pense que j'avais été trop sévère parce qu'en reparlant puis en revoyant, en préparant ça, j'étais comme, non, c'est vraiment un film qui mérite l'amour qu'on lui porte. C'était juste, comme tu dis, ça avance tellement vite que tout est réglé facilement. Un embûche, c'est réglé. Une embûche, c'est réglé. Mais faut que tu te mettes dans cette mentalité-là. Puis c'est voulu de même. Ça va être cheesy, mais ça va être funny, puis ça va aller vite. T'sais. Mais moi, tu vois, ce que j'ai marqué vers la fin, justement, là, je notais Goonies, Indiana Jones, les films d'aventure, mais je me suis mis, on dirait qu'il parodie, mais doucement. Tu sais, une espèce de. Comment on va. Indiana Jones, mettons? Ben, Indiana Jones, mais toutes ces affaires-là, tous les films de quête, là, que. Il y a un mystère. Puis c'est comme. Ouais. Tout est un peu pris à la joke. Fait, moi, je l'ai pris comme une parodie, mais pas extrêmement exagéré, mais juste
OK. Tu sais, juste quand il arrive, mettons, la bataille finale, là, comme là, les deux gangs se retrouvent, là, je sais plus trop ils sont où, là, mais dans une espèce de temple weird. Puis là, il arrive, puis là, tout le monde part, on se bat. Puis là, lui, il tire du gun dans les airs, puis il y a des roches qui retombent sa tête, il perd connaissance. Je pleurais. J'étais comme... Ouais, puis tu sais, les deux femmes sont comme kidnappées parce qu'ils ont les yeux verts. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est pas pas d'autre raison. C'est pas expliqué, mais ils disent c'est rare. Oui, exactement. La rareté. C'est rare, les femmes avec les yeux verts. Okay. Ben. Non, ouais, c'est ça. C'est un gros laisser-aller, mais voulu. Ouais. Quand même du fun. Et ensuite, on va clore avec celui-là, qui est peut-être l'autre... plus majeur, là, qu'on pourrait dire, là, They Live, on en a parlé en début d'épisode, en 88, scénarisé entièrement par Carpenter, bien que c'est inspiré là, d'un truc littéraire. On est dans la science-fiction, on est avec le Roddy Piper. Roddy Piper. Ben, je savais pas que c'était un lutteur, puis là, ça explique la petite lacune d'acting. Ouais, mais ça ajoute le côté campy. Là, ça fit avec ce film-là, mais je sais pas s'il y en a fait d'autres. Ça doit pas fitter avec tous les personnages. Là. Mais je pense que oui, mais limité comme acteur. Beaucoup action, là, évidemment. Ouais, à l'époque, des Hulk Hogan qui font... Oui, ils ont fait quelques films. Là, c'est parce qu'il était Hulk Hogan, évidemment, était connu, mais c'était comme la grosse vedette là, dans ces années-là. Fait ouais, c'est ça. C'est pas le top acteur. C'est comme un. En plus, la coupe de cheveux, il y a quelque chose de comme. C'est Kurt Russell, mais Redux. C'est juste plus gros. Ouais. Un petit peu moins bon, mais moi, ça marche. Non, ça marche. Mais d'ailleurs, ce film-là, je sais pas si tu le sais, mais c'est comme. Lui, il dit que c'est son film le plus politique. Évidemment, c'est très upfront, parce que souvent, lui disait, lisez pas trop là, ce qui est dans le. Mais là, c'est quand même upfront. Je sais pas si tu veux dire l'histoire. Vas-y. Mais c'est ça, c'est très simple. C'est ce gars-là qui sort de nulle part. C'est ça que j'aime. Il arrive d'un chemin de fer. Il s'appelle Nada. En fait, il n'est jamais nommé dans le film. Ouais. Il arrive, il cherche une job. Il est plus avec la clique très pauvre. Un moment donné, il trouve des lunettes. Et quand il met les lunettes, il voit comme la vraie réalité. Ouais. Gouverné par des aliens. Des aliens qui ont pris possession de corps humains, qui sont là parmi nous, They Live. Et c'est tout. Il voit tous les messages subliminaux de la publicité. Une force à consommer, une force à ne pas éveiller notre esprit. Exactement. Puis, et là, ça va l'allumer, puis il va passer ça un rampage d'essayer de faire de quoi contre ça. Ouais. Grosso modo, c'est ça, mais... ce que Carpenter a dit, c'est que c'était sa réponse contre l'administration Reagan. Il était vraiment en furie. Il haïssait les républicains, il haïssait tout ce qui se passait parce qu'il y a une crise économique. Il venait d'être réélu, j'imagine. Probablement. C'est 88, c'est son deuxième mandat. C'est son deuxième mandat. Puis, il y a eu la crise économique, les gens étaient dans la rue, tout allait pas bien. Puis, tu avais Reagan qui était après les grosses corporations, puis l'argent, puis les patentes. Puis, il était juste. Puis, il dit ça, ce film-là, c'était ma façon d'envoyer le finger à Reagan quand personne n'osait le faire. Ouais, OK. Puis c'était grosso modo ça. C'est son film le moins subtil. Non, c'est pas subtil. Mais efficace. C'est intéressant. C'est ça. Puis la bataille de 6 minutes. C'est ça, la bataille était supposée durer 20 secondes, mais les deux acteurs, ils se tapaient sa gueule. C'est un lutteur, je comprends tout. Mais sans les coups de poing d'en face, le reste, ils le faisaient pour vrai, sacré à terre. Mais je pense qu'il y en a une couple de shots qui ont entré pour vrai. Ouais, sûrement. J'ai vu un genre de making-of, pas un making-of, en tout cas des entrevues, puis Roddy Piper, puis il disait il cogne fort l'autre. Mais parce que les lutteurs, ça fake, mais des fois, ils sont comme. Des fois, sur le ring, c'est envoie-moi-en un. C'est comme. Tu veux pas le knocker, mais des fois, ils connectent quand même. Fait que là, d'après moi, il poussait l'autre un peu. Ici, c'est comme finalement quasiment en two-shot. Fait que c'est pas des couples qu'on va patcher. Puis c'est comme tu les vois vraiment comme. Mais ils sont allés par beat. Puis ça a pris des jours à le faire. Là, ça fait 3 semaines. Ouais, puis ils ont pratiqué la chorégraphie. Parce qu'à un moment donné, ils sont un peu knockés. Ils recommencent. Ils recommencent, ils se lèvent un peu, ils sac à terre. C'est juste parce qu'il veut que l'autre mette les lunettes. Puis l'autre, il veut pas. Mais ça me fait. Mais pour vrai, moi, je l'ai écouté 2 fois ce film-là. Puis dans ma première écoute, j'étais comme encore? Tu sais, une bataille là, de plein de gens, des centaines, des trucs, une grosse guerre. C'est correct. Des fois, ça peut durer une demi-heure là, dans Seigneur des Anneaux, des affaires de même. Mais là, juste 2 gars dans une ruelle pendant 5 minutes, j'étais comme... C'est parfait. Mais je pense que c'est vraiment que ça montre que t'as comme l'élite qui
contrôle, qui nous met des bâtons des roues, qui avait toute la pauvreté, tout ça. Puis à la fin, il y a les 2 personnes plus pauvres en bas qui se tapent sa gueule. Au lieu d'aller comme régler le problème, puis je pense qu'il y avait un genre de regard de comme on est là à se taper sa gueule au lieu de regarder. Avec les vrais problèmes. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ça. C'était pour ça qu'il est allé dans la démesure de comment on va 6 minutes. C'est juste pour montrer que c'est le ridicule, tu sais. C'est complètement ridicule. Non, vraiment. C'est ça qui est drôle. C'est vraiment c'est le fun. C'est dans sa période là, avec l'autre qu'on a parlé d'avant. Là, on dirait qu'il s'amusait. Pas vraiment de vraies prétentions, à part là, une visée plus politique. Là, mais tu sais. Et ça va pas mal être ça pour l'épisode parce que si je nomme rapidement les autres trucs qu'il a fait. Là, on parle pas du village des Dornés. Oui, c'est correct. Mais non, c'est pas très bon. Non, c'est ça. Oui, Village of the Damned, qui est dans mi-90. Mais il a fait un autre film, en fait, qui est vraiment bon. Là. On l'a pas en vidéo parce que je prévoyais pas en parler longtemps, mais In the Mouth of Madness. Oui, je l'ai pas vu. Ça, avec Sam Neill. Mais c'est quand même intéressant parce que l'histoire c'est comme un peu... T'hésites, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, réalité ou fiction, parce que c'est comme un auteur de série de romans à succès d'horreur qui est porté disparu. Tu sais pas si c'est un stunt publicitaire ou tout. Ils vont à sa requête parce que, dans le fond, ils se rendent compte qu'en mettant tous les livres ensemble, il y a comme une map qui se dessine. Fait que là, ils s'en vont là, puis tu sais, s'amener là-dedans, c'est comme un enquêteur d'assurance. Là. Fait que là, il s'en va essayer de le trouver. Puis là, tout est weird dans ce village-là. Puis c'est tous des trucs qui ont été publiés dans ses précédents livres. Fait que là, tu te dis, c'est-tu lui qui a comme juste écrit ce qu'il voyait, parce que comme c'est des livres documentaires, où c'est créé de toutes pièces. Puis là, Sam Neill va devenir fou. Fait qu'après ça, tu sais plus s'il a tout imaginé ça. Il y a plusieurs couches, quand même le fun. Puis ça s'inscrit dans sa trilogie de l'Apocalypse. Le premier étant The Thing. Ah, OK. Ouais. Ben c'est ça. Ça ressemble pas, les 3 films. Mais c'est comme... trilogie de l'Apocalypse, alors qu'on pourrait quasiment en mettre d'autres dans ce thème-là. Ouais, en tout cas, Mais ça commence avec The Thing. Il y a Prince of Darkness au milieu des années 80, qui est quand même très bon aussi. Et puis In the Mouth of Madness. Valet, tu veux me dire que le Escape from LA, c'était pas la fin de la trilogie? Non. Puis là, vu que t'en parles, Fred, tu peux le mettre. On finit là-dessus. Une beauté, ce film-là, beauté. Là, désolé ceux qui sont en audio, on va essayer de le commenter, mais c'est un désastre du CGI. Ah, mais en même temps, c'est parfait. Ouais, c'est... Non, mais il fait quand même... Dans le sens de son choix de shot, il est quand même conscient des limitations de sa patente. Par moment. Mais c'est parfait. Puis, il y a une shot, je sais pas si on le verra pas bien, là, mais c'est Kurt Russell qui est là. Ouais, mais l'autre, c'est Peter Fonda. Mais un moment donné, il est doublé. OK. Il y a une shot un peu plus loin. Ça devait être avant ça. Là, mais c'est Tony Hawk. Ah! C'est Tony Hawk qui est sur la planche. Oh, ouais. Ouais. Ah, intéressant. Et voilà, c'est le doubleur. Je savais pas. Mais ouais, c'était magique. Ça, j'ai vu ça, j'avais 12 ans, j'ai capoté ma vie. C'est parce que autant j'ai jamais revu, là, mais j'ai capoté. Autant que le premier Escape, on en a parlé, il est vraiment bon. Le deuxième, puis tu sais, John Carpenter ne voulait pas se répéter avec Halloween, c'est pour ça qu'il ne l'a pas réalisé, mais là, il fait exactement se répéter. Puis c'est n'importe quoi, là. C'est le pire que j'ai vu de lui. Je les ai pas tous vus, là, mais sur 15 là, que je me suis tapé, là, ça a été le pire. Là. Mais en même temps, c'est à écouter en gang, puis avec du popcorn en masse, vous allez rire. Là, ça, c'est sûr. Il y a du fun. Donc, joyeux Halloween à tous. Oui. Allez voir, tous vont aller voir Halloween Kills. Ça c'est clair. C'est clair, je suis là. Parfait. On fera un update plus tard, là, de ce qu'on a manqué. Exactement. Ciao.